Ça parle de vélo, ça parle de cyclisme. Le coup tordu, bienvenue dans le 332e épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Pas 365 jours par an, on vous sort pas un épisode par jour évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est là tout au long de l'année, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et là, on est en plein cœur du Tour de France 2025 et on se retrouve dans un nouveau coup tordu pour l'analyse de la 13e étape, donc du Tour de France 2025. Notre analyse, nos pronostics, on va parler aussi un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui, bien évidemment, sur la 12e étape. Et il est là, il est en forme, c'est mon Thibaut dans la place. Comment va mon Thibaut ? Ça va très bien et je suis ravi de parler avec toi de cette fin de Tour de France. Bravo Tadej Pogačar pour son 4e titre. C'était une très longue bataille et très âpre. Bon, en même temps, on en avait un peu parlé avec Enzo, Thibaut, dans la grande preview générale du Tour de France. Et j'ai envie de dire que j'ai pas entendu beaucoup de médias alternatifs. Alors si, Jérôme Coppel sur RMC, ça a été quasiment le seul 2 jours avant le Tour qui est arrivé, qui a eu un peu le même discours que nous en disant mais arrêtez, vous avez vu ce qui s'est passé sur le Dauphiné, il va littéralement poutrer tout le monde. Alors on va dire qu'on a eu un semblant de suspense hier avec la chute de Tadej, comment il allait réagir, pas réagir, donc c'est vrai que ça pouvait remettre un semblant de suspense, mais en vrai ce que t'as dit dans un space juste avant le podcast, Thibaut, dans le space de la Soquette légère, on va dire que vraiment dans les plans les plus pessimistes, on voyait Tadej écraser le Tour à Hautacam. Ouais, c'est ça. On se disait que déjà on posait la question en fait de savoir où est-ce qu'il aurait gagné le Tour. Et certaines projections, on pouvait dire que dès le premier chrono, c'était foutu. Quand on a vu qu'il a mis un petit écart à Vingegaard, on s'est dit bon voilà. On va quand même attendre Hautacam histoire de savoir et potentiellement le chrono de Peragude le lendemain. Bon voilà, on est fixé. Hein. En même temps, on l'était déjà depuis l'Estradé, enfin depuis bien longtemps, bien évidemment. Depuis l'année dernière. Oui, voilà, ouais. Sauf évidemment événement totalement improbable. Je pense qu'on est parti. On va voir quand même parce que la victoire, ça grise. Le vélo, c'est un sport qui est compliqué, donc va falloir aussi qu'il trouve des axes de motivation pour faire le taf, pour se lever le matin, pour aller à l'entraînement. Tu sais, Thibaut, je vais dire un truc horrible. Non mais son axe de motivation c'est d'être le meilleur de tous les temps. Oui. Donc t'en fais pas que la motivation on va l'avoir encore longtemps tant qu'il peut poutrer tout le monde et piquer pour poutrer tout le monde le plus longtemps possible. Et quand je dis le plus longtemps possible, non le plus souvent possible. Là je pense que sur son Tour de France l'objectif c'est de se rapprocher du record de Cavendish. Je pense qu'il va épargner un petit peu les équipiers. Peut-être que sur pas sur l'étape de ce vendredi mais l'étape de samedi. Luchon Super Bannière, il y aura peut-être un petit spot pour les échapper, peut-être, on réanalysera à ce moment-là. Là, il va se retrouver à 4 victoires d'étape. Est-ce que la Visma va abandonner en fait ? Super Bannière, on va pas se mentir. Le sort de cette étape, il repose entièrement sur la Visma Lease Bike. Oui, j'ai même presque envie de dire le sort de l'étape d'aujourd'hui également, quand tu as 50 coureurs qui partent devant. Bon, après, on a vu quand même Polite qui a un petit peu maintenu l'écart, mais si ceux qui étaient dans le peloton derrière avaient finalement laissé les UAE tout seuls... Ouais, mais non. Parce que dans tous les cas, honnêtement, Polite, il aurait maintenu l'écart et puis, tu vois Tadej Pogačar, tu vois ça monter. Tu sais très bien, tu sais très bien qu'il y a des coureurs qui avaient de leur classe mondiale, par exemple Ben O'Connor qu'il s'appelle. Honnêtement, s'il n'a pas 3 minutes et demie, 4 minutes au pied sur un Tadej Pogačar, si les deux équipes au pied se font déjà la bataille, ça suffit pas. Non, c'est sûr et certain. Donc finalement, ils vont pas avoir. Oui, non, mais on peut revenir sur tes prédictions d'avant-tour. De toute façon, dans tous les 8 étapes, c'est possible. Hein. Oui, c'est possible. Et puis de toute façon, dans tous les cas, dès le départ, à partir du moment où en interview, Pavel Sivakov te dit on veut la gagner. Oui, c'est que ça va. Ils ont beau être 50 devant, honnêtement, ça change pas grand-chose. À 50, ils roulent pas tous. Ouais. Et dans tous les cas, ça fait une échappée composée de manière assez éclectique avec pas mal de rouleurs, des sprinteurs et pas non plus beaucoup de grimpeurs. Et après, quand t'as du grimpeur, il y a aussi un niveau parmi les grimpeurs. Il y a les grimpeurs les plus patentés et puis les grimpeurs de classe mondiale. De toute façon, comme dit Philippe Gilbert, il dit le groupe idéal en échappée, c'est 12. Voilà, 12, c'est l'idéal. Il dit au-dessus de 12,
On commence à avoir des mecs qui se cachent un peu, des gars qui roulent pas. Oui, voilà, le problème d'une échappée de 50, c'est que c'est qu'à l'intérieur, t'en as un paquet qui roule pas et finalement, ils servent pas à grand chose. Thibaut, on va revenir alors juste sur l'actualité, la grosse actualité du jour. Alors, il y a quand même une autre actu, Thibaut, on va peut-être la garder pour le podcast de demain parce que finalement le contre-la-montre demain soir on n'aura peut-être pas grand chose à débriefer ou le prochain podcast où tu te retrouves où tu es là dans le podcast parce que voilà, va falloir quand même nous voir un petit dossier là-dessus. On va pas spoil Thibaut, mais on pense avoir décelé qui est le prochain Français qui va gagner le Tour de France. Alors est-ce qu'on en parle maintenant? Ne le sautons pas déjà. Voilà, on se le fait dans un prochain épisode. Voilà. Je serais même d'avis d'attendre que la merde soit encore plus remuée, j'ai envie de te dire. Bon, très bien. Là, t'as donné un bon indice quand même, Thibaut. On va attendre un petit peu que ça remue dans tous les sens. Non, l'autre actualité du jour. Alors, énorme bombe. La fusion entre Lotto et Intermarché. Voilà, donc qui fusionne. Alors, James, encore une fois. Il y en a qui me demandaient d'ailleurs, Thibaut, est-ce que le space de la socket légère est disponible ou c'est vraiment du direct, hein. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Non, c'est disponible en replay de toute façon dans tous les cas. Et puis, je sais pas si Brice le upload pas sur certaines plateformes. D'accord. Bah allez sur X, en tout cas sur Twitter, vous tapez la socket légère, vous allez retrouver les spaces. On fait un gros big up à Brice évidemment. Donc la socket légère, donc voilà, James qui a très bien. Qu'est-ce qu'il est bon James, moi j'adore. Hein. J'adore James. Donc qui a très bien expliqué le pourquoi du comment de la fusion entre les Intermarchés et la Lotto. Bon toi Thibaut, tu t'es exprimé encore une fois. Voilà, faut avoir le plus de pognon possible dans un cyclisme ultra mondialisé où désormais même avec 30 millions de budget d'euros par an, t'es même pas sûr de peser. Moi Thibaut, j'ai une autre question à te poser parce que j'aime bien dans le coup tordu, on aime bien être dans l'anticipation. Donc si on se retrouve, parce que c'est acté, hein, il va y avoir la fusion Lotto Intermarché, j'ai juste envie de te poser la question, est-ce que le grand gagnant de cette histoire, est-ce que ça serait pas mon Cédric Vasseur? Possible, il va falloir mettre le pognon sur la table pour acheter la licence. Ah non, moi c'est pas ça que je veux dire, parce que mathématiquement t'as 2 équipes pour le tour, donc du coup qu'est-ce qui se passe? Ça libère une place. Et plutôt que d'aller chercher une équipe pro team supplémentaire, bah tu repêches la 19e équipe du World Tour. Non, parce que ça c'est sous condition que la licence World Tour qui est libérée n'a pas été rachetée. Et là, ça se passe comment? Parce que cette licence World Tour... faut racheter la licence qui est libre. Donc, va y avoir quelques équipes qui vont être sur le marché. Donc, c'est pas non plus gage pour l'équipe Cofidis de se maintenir s'il y a une meilleure offre à côté. Que la Tudor qui est en position de monter, enfin pas de monter, mais en position d'avoir accès aux 3 grands tours la saison prochaine, à savoir que les 3 premières équipes Pro Team en 2026 vont disputer les 3 grands tours, à l'inverse de 2 cette année, donc ça laisse vraiment une porte ouverte. Allez, on va dire une OX, la Tudor, et la troisième ça serait Cofidis, hein, je pense, hein, si Cofidis descendait en Pro Team. Est-ce que Tudor, qui a l'air d'avoir des moyens considérables, on rappelle que la Tudor est en train de monter un centre d'entraînement en Suisse totalement inédit, totalement novateur pour faire surperfer les coureurs dans les années qui viennent. Donc on prend vraiment le truc à la formation et on est sur un projet long terme du côté de la Tudor. Est-ce que toi tu penses que la Tudor, ils font les 3 grands tours, ils sont qualifiés, est-ce qu'ils remettraient de l'argent dans le pot pour avoir une licence World Tour aller 3 ans plus tôt que prévu? Possible, et puis t'as aussi l'équipe Q36.5 qui pourrait. Aussi, oui. Donc t'as quand même du monde sur le marché qui serait prêt à la racheter. C'est vrai. Et oui, effectivement, ouais. Oui, non, c'est complètement possible, et sans non plus exclure aussi la possibilité d'avoir une nouvelle structure sur le marché qui arriverait avec un pognon faramineux. Ça s'est déjà vu par le passé, hein. C'est-à-dire des mecs qu'on connaît pas et voilà. Donc, une nouvelle structure, une nouvelle entité. Du côté du Moyen-Orient, on a certains pays qui n'investissent pas en leur nom propre, mais qui investissent par leur lieu touristique. Alula, ça reste un sponsor, mais ça reste une composante assez touristique d'un pays du Moyen-Orient. Et à savoir que les princes arabes, il paraît qu'ils sont fous de vélo, quoi. Mais le foot et le vélo, ça les rend complètement dingues. À l'inverse des populations au Moyen-Orient, on le voit finalement,
sur le Tour d'Oman, le Tour des Émirats, bon, c'est pas non plus un immense succès populaire, mais alors par contre les dirigeants, ça les rend complètement dingues, vraiment, ils adorent ça, puis voilà, c'est un petit peu à celui qui aura la plus grosse équipe de foot ou la plus grosse. Enfin voilà, c'est des enjeux. De toute façon, le sport et la politique sont liés. Hein. Le foot, le vélo, ça, de toute manière, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Thibaut, on bascule sur la preview de ce contre-la-montre. Contre-la-montre très beau, puisque c'est un contre-la-montre escalada, mon cher Vincent. Un chrono difficile, hein, parce qu'on a 10 km 900, mais on aura 8 km de montée, de la montée de Péragude jusqu'à son altiport. Donc on est sur du 7,9% et 350 derniers mètres sur une rampe absolument infâme. On est proche des 15%. Donc c'est un chrono qui est compliqué, un chrono qui est exigeant et un chrono où les rouleurs n'ont absolument aucun espoir parce que c'est un chrono pour grimpeurs. Le fameux altiport où Romain Bardet avait remporté une étape en 2017 devant Christopher Froome, 2016 ou 2017. Je sais plus exactement. 2017 et 2022 Tadej Pogačar. Le fameux altiport. Donc voilà, donc chrono. Alors Thibaut, important donc sur ce chrono, on rappelle qu'il y a tes previews sur Vélo Futé, les previews d'Enzo également sur son site The Big Gear. Un petit mot de la météo. Très peu de vent j'ai mis quoi sur Vélo Futé, je me souviens plus, c'est du moins de 7 km/h, c'est du 5 km/h pour les partants et 7 pour les derniers, un vent quand même dans sa direction, mais vu qu'il est quasiment inexistant, est-ce qu'on le prend en compte? Allez, on va quand même le dire, il est de nord-ouest pour les premiers et de nord-est pour les derniers. Donc il est beaucoup plus avantageux quand même pour les premiers. Mais bon, sur un chrono comme ça, les qualités intrinsèques de grimpeurs priment et les grimpeurs où ils sont, et notamment les meilleurs grimpeurs du monde, ils sont aux premières places du classement général, donc ils partent en dernier. Totalement. Alors, donc on va rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer avec excès comporte des risques, que le coup tordu est avant tout un podcast de cyclisme avant d'être un podcast de betting. Si demain, comme en Belgique, on n'a plus le droit de parler de cotation et de choses comme ça, on continuera le coup tordu exactement de la même manière parce que notre passion avant tout, c'est le sport et le vélo. Mais voilà, on s'intéresse aussi aux cotations, mais des petits paris de temps à autre. Alors la cote de Tadej, c'était un petit peu la question qu'on se posait. On espérait un truc un peu sympa après la chute, que ça rééquilibre un petit peu le marché, mais vu qu'il s'il avait comme on imaginait un petit peu dans le podcast d'hier, s'il avait battu, on va dire, Jonas dans les 2, 3, 4, 5 derniers kilomètres, on va dire, allez, avec un truc un peu plus équilibré, jamais il serait sorti à 1,16, on l'aurait plutôt eu à 1,30, 1,40. Ouais, je pense à 1,45. Ouais, donc sauf que là, il est déjà pas mal. Ouais, oui, ça aurait été très très bien. Donc là, il est sorti à 1,16 sur le Bookref. Il y a le Book Tagada en France qui a mis ils ont ouvert à 1,19. Alors ça, c'est pas resté longtemps, ça a sauté directement parce qu'en plus, le truc d'un chrono en côte, c'est qu'il peut quasiment pas y avoir d'impondérable en fait. C'est-à-dire, même si tu te casses la gueule dans une côte, tu vas pas te faire grand chose en fait. Donc c'est vraiment le prono. Donc voilà. Donc là, on va dire qu'on est plutôt sur une moyenne aux alentours d'un 10. Donc là, Thibaut, clairement, le jeu, la deuxième place, on va dire qu'elle est aussi lock par Jonas Vingegaard. Ouais, je pense qu'elle est lock par Vingegaard malgré tout. Il semble peut-être moins en forme que ce qu'on pouvait penser, mais il reste au-dessus de la meute. Oui, totalement, oui. Totalement. D'ailleurs, vous avez fait un épisode, ça déraille, avec le Ratagaz et Johan Tritz, où voilà, vous faisiez un podcast. Si Tadej Pogačar n'existait pas, là, s'il n'existait pas, on se dirait que Jonas Vingegaard n'a pas assommé le Tour de France, mais en tout cas qu'il est très très bien parti pour l'emporter. Donc, en fait, il faudrait faire un monde où les deux n'existent pas, et dans ce monde-là, putain, le Tour de France, il serait intéressant. Hein. Ouais, ça reviendrait sur un Tour de France à Carlos Sastre ou à la Cadel Evans, hein, finalement, des Tours de France comme ça entre deux générations, on en a plus énormément, ou presque un Tour de France à la Thibaut Pinot contre Egan Bernal. Donc j'ai presque envie de dire le jeu
le jeu, c'est presque d'aller chercher du top 3, même si ça paraît quand même un petit peu gamble. En principe, la logique, c'est de revoir un petit peu ce qu'on a vu sur cette étape 12, à savoir un petit peu la même hiérarchie, même si on est sur une composition un petit peu différente, quoique la distance un peu courte peut remettre des Roglic, des Remco un petit peu dans le jeu. Le troisième favori, c'est Florian Lipovic, ce qui est assez normal. Donc après, c'est aussi compliqué de savoir comment les mecs vont passer la nuit, quelle est leur motivation, ce qu'ils vont avoir dans les jambes. Donc le top 3, ça peut être aussi un petit jeu, Thibaut, mais moi j'ai presque envie de dire le jeu sur cette étape, c'est les fantaisies et éventuellement aussi de regarder qui pourra aller chercher un top 10 quoi. Toi, sur le top 3, ça te paraît, qu'est-ce que tu sens toi pour aller la troisième place? Lipovic, ça te paraît lock ou... D'ailleurs, au passage, je l'ai pas dit, j'aurais dû commencer le podcast comme ça, mais sur le podcast d'avant, on vous rentre la victoire de Tadej, ça, il n'y a pas d'exploit, mais on fait quand même passer le top 3 de Lipovic à 5. Donc voilà. Je voudrais juste le... Bon, ça, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas non plus d'exploit. C'était pour cette troisième marche, en fait, c'était une 3 voies, quoi. C'était soit Remco, soit Lipo, soit Jorgensen. Bon, Jorgensen, on a très vite compris que ce serait pas lui. Remco, on a compris que ce serait pas lui. Et là, on s'est dit, Lipo, il a quand même un boulevard. Va falloir voir avec les autres, avec notamment Primož Roglic, son coéquipier, s'il va rouler pour lui. Et puis Oscar Onley. Ouais. Alors Onley, j'ai pas rebondi sur ce que tu disais hier dans le podcast, mais Onley, moi, je le catégorise plus comme un puncher que comme un grimpeur, au mieux un puncher grimpeur. Il a énormément progressé dans cette filière. On l'a vu sur sa victoire sur le Tour de Suisse face à Joao Almeida. Faut se méfier en fait. Et puis sur ses efforts assez longs de col qui sont quand même assez durs, on rentre dans un effort qu'il aime bien. Et faut pas se fier par exemple à ces profils du passé où il s'exerçait et il se montrait peut-être un peu plus, et c'était des efforts un peu plus punchy parce qu'il nous a montré qu'il a quand même énormément progressé en montagne. Et moi je pense que dans les Alpes, sur les ascensions notamment sur le col de la Lose, je pense qu'il va prendre un tir. On verra à ce moment-là, mais je pense qu'il risque de prendre un tir à ce moment. Moi je pense. Donc on revient sur cette étape. Alors est-ce qu'il y a toi Thibaut, des noms pour le top 3, le top 10? Est-ce qu'il y a des petits noms comme ça un peu sous les radars qui te plaisent? Top 3, honnêtement, je pense que je vois le même qu'aujourd'hui. Et puis ce serait pas surprenant. Lipovic, il est dans une forme phénoménale. Il grimpe comme jamais. Sur les ascensions, sur le Dauphiné, on a vu, il grimpait énormément. Sur le chrono, il était très bon. Il a tout pour lui. Donc pour moi, honnêtement, en plus, maintenant, il va avoir des visées pour le maillot blanc. Ça fait une source de motivation supplémentaire. Il est un peu de plus en plus libéré de l'étreinte de Primož Roglic. Donc pour moi, c'est le top 3 d'aujourd'hui sera le même demain. Après, Remco, quand même, déjà, il y a la petite portion de plat qui va énormément l'avantager. Et c'est ridicule en termes de gain de temps. C'est même pas à prendre en compte. Parce que ce qui compte vraiment, c'est la montée. Ça commence à monter au bout de 2 km 800 de montée, donc de chrono. Là, l'aéro commencera à compter de moins en moins. Donc, je suis pas sûr que dans l'absolu ce soit. Puis, de toute façon, sur cette portion, il va peut-être être un peu plus sur la réserve parce qu'il faut pas non plus rentrer trop vite dans le sujet au risque d'exploser à la suite. Donc, moins de chance quand même de voir un Remco partir pleine balle comme il est parti du côté de Caen sur ce chrono-là. Alors après, Remco, il y a quand même un truc où il est pas mauvais. Il arrive à lisser son effort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est quand même lâché dans le premier col. Il aurait pu prendre une véritable addition aujourd'hui. Là, au moment où on se parle, il est encore dans le jeu pour le podium. Donc, est-ce qu'il a pas aussi un peu ce côté? Parce que moi, j'aurais adoré voir Joao Almeida sur ce chrono-là. Moi, je l'aurais mis deuxième derrière Tadej. Est-ce que justement, on sait que la gestion de l'effort sur ce type de chrono, à savoir souvent partir un peu en négatif split, avoir une fin plus rapide que la première, tu vois, un peu cette gestion qui est un petit peu qui avait aussi énormément Tom Dumoulin. Est-ce que ça va pas être aussi un gros avantage pour Remco? Non, c'est vraiment les qualités de grimpette qui vont primer pour moi. Après, oui, ça peut l'aider à faire une bonne perf, mais honnêtement, moi, Remco, demain, je vais pas te mentir, je le place entre 6 et 8. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, carrément. Ouais, je le place hors top 5.
D'accord, ok. Bon, alors moi moi je le vois plutôt top 3, mais j'irai pas non plus mettre de l'argent sur sur son top 3. Hein. Donc voilà, c'est plutôt mon idée. Voilà, je prendrais pas de top 3 sur cette étape. Mais si j'avais plutôt une idée, ouais, je pense que Remco peut aller sur ses qualités de rouleur sur les 2 premiers kilomètres et demi et ensuite gratter quelques secondes dessus et ensuite avec sa gestion de grimpeur. Alors c'est vrai qu'après il y a aussi ces derniers pourcentages, hein, va falloir justement, c'est ça aussi la clé, hein, on peut prendre une addition vraiment dans les derniers mètres, va falloir bien gérer son effort. C'est pas simple. Alors sur les top 10, Thibaut, qu'est-ce qui te je crois que c'est la première fois d'ailleurs, il y a le Book Takada, je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'ils ont ouvert les top 3 sur une étape. J'avais quasiment jamais vu ça. C'est leur réputation, c'est de mettre que du winner. Non, ils ouvrent les top 10, ils ouvrent les top 3 okay. Depuis le Tour de France, ils ouvrent les top 3. D'accord. Alors en top 10, est-ce qu'il y a des noms qui te plaisent, Thibaut? Il y en a un, je suis en train de réfléchir, faut que je regarde ce qui donne. Ça chie en fait. Attends, je regarde juste en plus. Non, il a pas fait. Il y en a un qui me plaît dans l'absolu. C'est Harry Sweeney au vu de sa forme. Très bon rouleur, il grimpe très bien. Maintenant, avoir la cote en fait du top 10, mais je pense qu'il a grave les moyens d'aller chercher un résultat. En fait, le problème de ce contre-la-montre, c'est qui va vraiment le jouer à fond et qui va vouloir se réserver pour les étapes suivantes, sachant qu'encore une fois, Luchon super bannière, il y a peut-être un spot échappé. Donc ça, c'est un peu, tu vois, c'est un petit peu la question. C'est qui va avoir la motivation pour. Il y a d'autres noms? Je suis en train de regarder en plus. Après, c'est des noms aussi en rapport avec leur cote. Hein, faut pas se mentir. Faut regarder les plus probables. Il est à combien? Ah putain. Et alors ça, je vais cocher. Woods, je vais enlever parce que c'est une bite monumentale. Je vois par exemple, là, j'étais en train de faire son historique. Le chrono Escalada du Romandie, catastrophique, ignoble, absolument dégueulasse. Par contre, il y en a un qui peut potentiellement me plaire. Les deux me plaisent en fait. Je pense que je vais partir sur une doublette de Movistar. Ah, l'animal Castrillo. Je pensais pas spécialement à lui. Je pensais pas spécialement à Castrillo. Je pensais pas à Castrillo. Ouais. D'accord. Tu mais voyais pourquoi pas. Non, j'étais en train de réfléchir, mais non, en vrai, Castrillo, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Il est très bas. Hein. Il est à 1500 en victoire. S'il le. Non, je pensais, mais peut-être, en fait, je vais peut-être à Rubio et à Barta. Mais c'est vrai que Castrillo, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Faudrait voir en fait les codes les codes des trois. Mais Castrillo, c'est peut-être à prendre et peut-être Barta aussi, parce que Barta, j'ai vraiment le souvenir de chrono où quand ça monte comme ça, il est pas mal. Pas mal. Après, le truc, moi, ce qui me freine un peu, c'est qui va le jouer à fond et qui va pas le jouer à fond. Est-ce que Castrillo, il préfère garder des jambes pour un éventuel spot le surlendemain et plutôt que d'aller jouer un top 8 ou un top 10, tu vois, dans le meilleur des cas, sachant qu'il joue plus grand-chose au classement général. C'est un peu ça, moi, qui me douche, parce que moi, je vais te dire... Barta, il fait un bon chrono aussi. Il fait un très bon chrono en Suisse, là, dernièrement, là. Oui, non, mais moi j'ai localisé quelques petits spécialistes. Il y en a un qui déçoit jamais dans ce type de chrono, c'est Alexander Vlasov. Mais est-ce que Vlasov, il a Non, mais le problème en fait de Vlasov, j'aurais pu dire oui. J'ai vu en plus dans la hiérarchie et sa cote, il n'est pas non plus super bien placé. Mais on va pas se mentir, Vlasov en plus, son manager général se plaint un peu de ses résultats, de ne pas être présent là dans les moments clés, dans les difficultés. Par exemple, au Mur de Bretagne, il n'était pas là en soutien de ses leaders. Aujourd'hui, il a été en échappée, mais il a été très vite lâché. Il a été d'aucun soutien pour ses leaders. Faut être honnête envers Alexander Vlasov et dire les mots. Il est dans une forme et dans un état cadavérique. Oui, il est pas... puis bon, je pense qu'il a déjà la tête à son retour chez Astana l'année prochaine, donc
Oui, ça paraît. Ouais, de toute façon, ça paraît. De toute façon, tu parlais de la Bora tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se joue entre Lipovic et Roglic? C'est voilà, comme dirait Cyril Guimard, hein, le pouvoir, ça se demande pas, ça se prend. Donc Lipovic est en train clairement de prendre le pouvoir à la Bora. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est aussi en train de marquer son territoire pour la saison prochaine parce que c'est un secret de Polichinelle. T'en as déjà parlé à droite à gauche dans des spaces. T'en as pas encore parlé dans le coup tordu, mais il y a de très très fortes chances que Remco Evenepoel soit la saison prochaine à la Bora. Donc Florian Lipovic, qui est encore un coureur jeune, a aussi besoin un petit peu de marquer son territoire, et le fait aussi d'être meilleur que Remco dans ce type d'ascension et peut-être sur le Tour de France, ça peut aussi permettre d'envoyer éventuellement un message à ses employeurs et pas être simplement un simple faire-valoir en 2026. Donc c'est tout ce jeu un petit peu politique aussi. Après, c'est à voir. Hein. C'est à voir. Hein. Ça reste un Allemand dans une écurie allemande. Quid de Remco, hein. On peut aller du côté de Red Bull, comme on sait qu'il y a aussi des rumeurs du côté de d'Ineos. Donc, à voir où le Belge signera, mais on le saura très rapidement, puisqu'il a dit que on serait fixé sur son avenir, ou au moins sur sa re-signature du côté de chez Soudal à la fin du Tour de France. Donc, possible qu'ils ne nous disent pas la destination, mais qu'ils nous disent « je m'en vais, j'ai déjà l'équipe, mais je la dirai pas maintenant ». Je me tire comme Maître Gims. C'est bien possible, Thibaut. Ouais, alors après, ouais, non, il y a des noms, tu vois, j'y pensais pas forcément, mais un mec comme Skelmose, par exemple, sur ce type d'ascension, tu vois, il est coté à 751 pour la victoire, donc on peut imaginer avoir du top. Après, les top 10, ils vont quand même être bien rabotés. Il y a un aspect quand même à prendre en compte. Est-ce que Skelmose, en le faisant à fond, est certain d'aller accrocher des places? Parce que lui, en fait, son intérêt maintenant, c'est aller chercher les points du meilleur grimpeur. Et les points du meilleur grimpeur au sommet de Takam, c'est 20 points pour le premier, 15 points pour le deuxième. Déjà, ça semble lock. La troisième place, ça semble difficilement atteignable, 12 points. 10 points pour le quatrième, c'est même pas sûr qu'il aille les chercher. Donc là, on va sur les cinquièmes, 8 points. Est-ce que tu te mets une guigne pour 8, 6, 4 ou 2 points, tu vois? Voilà, c'est ça la question. En sachant que t'es même pas sûr de les atteindre. C'est ça le truc. Et c'est le même dilemme pour Lenny Martinez, qui peut être aussi très très bon sur ce type d'exercice. Ouais, mais je pense que Lenny, il le fera à fond. Mais là, aujourd'hui, je sais pas si c'est une petite claque derrière la tête, parce que, il est largué à la pédale dès le pied du Soudal. Ah, mais il est sur courant alternatif. Il est capable de faire troisième sur ce contre-la-montre. Il est complètement sur courant alternatif. J'ai pas envie de te dire qu'il est impronosticable, mais il est. Il est impronosticable. Non, ouais, il a des fulgurances et derrière il disparaît et derrière il a des fulgurances, quoi. C'est alors après les cycles sont quand même, tu vois, mais du coup ouais. Après, ouais, moi j'ai peur. J'ai peur, honnêtement, même pour Lenny. Est-ce qu'il le fait à fond pour se tester, au risque de se vider un peu le chargeur pour le lendemain, ou est-ce qu'il se dit, putain, demain, là, il y a Tadej Pogačar qui a déjà mis une sacrée claque. Moi, en fait, je suis de son DS, je lui dis, le chrono, oublie. Repose-toi. Ah bah oui. T'as pris un tir aujourd'hui, le chrono, tu le fais en dedans, et tu mets tout le lendemain, parce que le lendemain, il y a un nombre de points, mon copain. Il va falloir aller les chercher. Donc, repose-toi. De toute façon, en plus, le lendemain, super bannière. Là, les Visma, ils se sont pris une claque derrière la tête. Ils se sont pris un uppercut. Sans doute que Tadej Pogačar va leur en foutre un autre. On n'est même pas sûr qu'ils contrôlent, et le scénario de l'étape repose sur eux. Donc, potentiellement, l'échappée va aller au bout. Et quand tu vois le nombre de points qui sont distribués, à savoir 20 points en Tourmalet, 5 points à l'Aspin, 10 points à Perresourde et 20 points à Super Bannière, repose-toi, on va faire razzia sur cette étape. Oui, non, mais complètement. Alors après, dans les coureurs qui véritablement ne jouent pas le classement général et qui peuvent avoir un intérêt à faire ce chrono à fond, j'ai envie de dire plutôt qu'il faut plutôt aller chez les équipes qui jouent le maintien en World Tour et qui jouent le classement UCI. Donc là, voilà, tout le monde sait de qui je vais parler, des Astana bien évidemment. Et moi, il y en a un qui me plaît énormément. Il fait top 10 l'année dernière sur le chrono de Nice, qui était pas un chrono en côte, mais il y avait quand même du dénivelé et une belle ascension au départ. Je parle d'Harold Terrada. Ah, mais est-ce qu'il est en condition? Parce que dans l'échappée l'autre jour, il semblait pas non plus fameux. En fait, globalement, les Astana sont relativement assez décevants et presque transparents sur ce Tour de France. Donc,
je sais pas si c'est la bonne option de partir sur les Astana, alors que par exemple, tu vois, genre les IF, ils visent des victoires d'étape, ils sont allés chercher des victoires d'étape, ils ont un Tour de France qui a réussi, malgré le fait qu'ils aient perdu le maillot jaune, ils devaient perdre le maillot jaune sur cette étape, mais ils sont dans un mood et dans une confiance qui est haute. Donc un Harry Sweeney qui est allé chercher un très beau résultat du côté du Tour de Suisse, qui nous a montré là, que ce soit sur le Puy de Sancy ou aujourd'hui qu'il avait une bonne condition, honnêtement, moi je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faille aller derrière Harry Sweeney pour un top 10. Oui, bah écoute, ok Thibaut, bon bah écoute, on va suivre là-dessus, on va suivre, enfin voilà, ceux qui ont envie de suivre. Moi j'irai pas poser la question, hein, tu vois, est-ce que il y a encore du 1,16 pour ceux qui ont envie de mettre des petits combinés, pourquoi pas sur Tadej, hein. Moi j'irai pas, hein. On a déjà Tadej qui remporte 5 étapes, on a déjà Tadej maillot à pois, on a déjà Tadej maillot vert, on a déjà Tadej qui remporte 5 étapes, je l'ai dit, Tadej qui remporte le classement général à 1,80, donc voilà, on va... Je vais quand même, sur la réflexion qu'on a eue, je vais quand même aller revérifier un truc, parce que le truc c'est que c'est T1 to finish pour Castrillo, parce qu'il a fait le chrono Escalada aussi du Tour de Suisse. Puis Castrillo, il semble un peu moins, il force, mais il a fait 13e temps de l'ascension. Oui, donc ce qui est pas non plus incroyable, quoi. Après, Harry Sweeney avait quand même pas mal géré énormément son temps sur le pied, et puis sur la deuxième partie, il a un peu chuté. Mais tu vois, Will Barta a fait une très belle deuxième partie de montée, parce qu'il était dans le 6e temps derrière Almeida, Gall, Onley, Pickering, Grégoire, et puis notre Will Barta. Donc je pense que quand on discutait des 3 Movistar, je vais quand même rester sur mes 2 choix avant, à savoir NR Rubio, regarder leurs valeurs, NR Rubio et Will Barta. Bon, parfait, bah ça sera tes 2 pronos pour cette étape, le top 10 d'NR Rubio et le top 10 de Will Barta. Moi, ça sera il y aura un petit peu de alors c'est vrai que pareil, hein, le truc c'est que sur les jeux de fantasy, bah du coup, tu vois, on sort du Tadej, on sort du Jonas, après le choix c'est entre Lipovic et Remco, il n'y a pas d'échappée sur les contre-la-montre, donc même là ça paraît quand même assez lock et assez simple. Donc voilà, après je vois pas honnêtement, à part les coureurs du classement général, je vois pas trop qui va se mettre une caisse, qui va se taper. Puis il y a tellement un beau spot éventuel sur l'étape de samedi si les Visma ne bougent pas, que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont en garder sous la pédale. En plus voilà, ça a vraiment beaucoup roulé depuis le début du Tour de France. Bon bah je crois qu'on a fait le tour, Thibaut. Bah je crois aussi, et c'est plutôt pas mal. Bah oui, c'est plutôt bien. Je rappelle donc tes previews sur le site Vélo Futé. Thibaut Chambre, on te retrouve sur X, sur Twitter. Ah oui, tiens, on va se faire. Tiens, je vais faire un petit tirage au sort. Je vous le mettrai sur les réseaux sociaux, hein, pour vous offrir une carte sur Side Limit. Je vous avoue que j'ai pas regardé dans ma galerie la carte que j'allais offrir. Donc voilà, je ferai le petit tirage au sort hors podcast, et puis je vous le mettrai sur X, sur Twitter. J'avais promis que je vous offrirais une carte sur Side Limit. Donc je vais gérer ça. Si vous voulez participer au prochain tirage et intégrer Side Limit, vous pouvez rentrer dans le jeu avec notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Voilà, Side Limit qui bascule, on va dire, qui se rapproche énormément quand même des jeux de fantasy, notamment avec le nouveau mode Tour de France, où voilà, on peut jouer quasiment avec n'importe quel coureur et les associer avec les cartes que l'on possède. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0. Donc Thibaut Chambre sur X, sur Twitter, fait preview sur Vélo Futé. Enzo, analyste Phoenix, c'est son compte Twitter, son site s'appelle The Big Gear, il fait également ses previews et vous donne ses pronos. Et puis le coup tordu, Facebook, Twitter, Instagram, on est présent absolument partout, et également sur TikTok. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi. Puis à très vite pour un nouveau coup tordu. Ouais, ciao.